J'ai passé mes semaines d'été et d'automne dans les contrées sauvages de l'Idaho et du Montana, à pêcher, faire de la randonnée et, en général, survivre en plein air. Un été, j'ai vécu une expérience qui m'a vraiment perturbé, au point que je n'en ai parlé à personne. J'ai fait un rapport à la police, mais c'est tout. C'était l'un de ces mêmes étés. J'étais au milieu de nulle part dans le Montana. Il y avait un lac, et j'avais entendu quelques rumeurs sur ce que je prévoyais d'investiguer. La descente dans cette vallée reculée n'était pas une blague. 14 kilomètres et demi, dont la plupart étaient si raides que mes jambes tremblaient avant même que je n'arrive à la moitié. Si tu glissais, l'ardoise ébréchée te lacérait en morceaux. Chaque pas était calculé, délibéré. Il n'y avait absolument aucune place pour la négligence là-bas. Quand je suis arrivé en bas, et que j'ai vu ce lac cristallin, niché entre deux falaises, tout cet effort s'est évaporé. L'eau était comme un miroir, brillant sous le soleil, intacte et complètement vierge. J'ai eu l'impression d'avoir découvert un monde caché, où la civilisation n'était qu'un lointain souvenir, exactement ce que j'avais espéré. Je suis resté là un moment, absorbant tout, les imposants pins, l'odeur des aiguilles de pin et de l'eau fraîche, le silence absolu, seulement interrompu par le chant occasionnel d'un oiseau. Il n'y avait personne d'autre, juste moi, en pleine nature. J'avais entendu des rumeurs sur cet endroit. Certains pêcheurs de contrées reculées juraient qu'il contenait des saumons, certains aussi grands que ton bras. Je ne savais pas si je devais les croire, mais j'étais là pour le découvrir. Bien sûr, tout le monde a déjà entendu parler de ces saumons piégés, mais ils ne sont pas toujours faciles à trouver. Ce voyage était un rêve pour moi. Une fois que j'ai évacué la fatigue de la randonnée, j'ai posé mon sac et préparé ma canne, impatient de rejoindre l'eau avant même de penser à monter mon campement. Les poissons ne m'ont pas déçu. Lancé après lancé, je sortais de superbes spécimens, chacun pesant environ 900 grammes ou 1 kilo, et ils se débattaient tous comme des démons. Quand le soleil a atteint son zénith, j'avais déjà une demi-douzaine de bons saumons accrochés à une corde. Le dîner était assuré pour ce soir, et il me restait encore des heures de lumière. Il s'est avéré que ces anciens avaient raison. Il y avait du saumon dans ce lac, et je dînerais bien ce soir-là. J'ai sécurisé mes poissons sur la rive et j'ai trouvé un endroit à l'ombre d'un rocher pour me détendre un peu. L'après-midi était parfaite. Une brise légère et fraîche soufflait du lac, le soleil réchauffait les rochers, et le genre de silence si complet que l'on se sent vraiment comme la dernière personne sur terre. Je me suis allongé et j'ai déjeuné, laissant mon esprit vagabonder, pensant à peu près à rien. C'est alors que je les ai remarqués, 2 silhouettes très loin, se déplaçant entre les arbres. Je ne pouvais pas distinguer grand-chose, juste qu'elles étaient là. J'ai supposé que c'était simplement des randonneurs ou des campeurs, ou peut-être des chasseurs comme moi. Ici, chacun s'occupe de ses affaires, et les autres font de même. J'ai laissé passer, fermé les yeux, et je me suis endormi dans une sieste imprévue. Quand je me suis réveillé, le soleil disparaissait derrière la crête, projetant une longue ombre sur la vallée. Je me suis maudit d'avoir gaspillé autant de lumière. Je devais encore monter le camp avant qu'il ne fasse trop sombre. Je me suis dépêché de suivre ma routine. J'ai monté la tente, préparé la zone de cuisine et installé un système de poulies pour suspendre ma nourriture et mes ordures hors de portée des ours. Tout ce temps, j'avais l'impression d'être observé. Je ne sais pas pourquoi, probablement un reste de nervosité après avoir vu ces randonneurs, mais c'était suffisant pour me faire jeter quelques regards par-dessus mon épaule. Quand tout fut en ordre, la lumière avait presque disparu. L'air refroidissait rapidement. J'ai pris mes poissons, les ai nettoyés et préparés pour le feu. Des choses simples, juste du beurre, de l'ail et une pincée de ciboulette séchée. Une fois emballé dans du papier aluminium et placé dans les braises, l'odeur était à se lécher les doigts. Pendant que je m'asseyais là, savourant l'un des meilleurs repas que j'avais cuisiné, j'ai remarqué une légère lueur sur la rive, très loin. Un autre feu. Et au-delà, j'ai à peine pu distinguer le scintillement des ombres qui se déplaçaient également. Ça devait être les personnes que j'avais vues plus tôt, j'ai supposé qu'ils s'installaient pour la nuit, comme moi. Mais c'est alors que les cris ont commencé. Au début, ils étaient étouffés par la distance, le son des voix s'élevant dans une sorte de dispute. Je ne pouvais comprendre aucun mot, juste le ton, agité, en colère. J'ai pensé que c'était peut-être une querelle d'ivrognes, des campeurs qui faisaient un peu de bruit. Puis, tout s'est intensifié rapidement. Les cris sont devenus quelque chose de primitif, de désespéré même. Puis il y a eu le hurlement. Un cri aigu qui m'a hérissé les poils de la nuque. Il a rebondi sur les falaises, résonnant dans la vallée, et est resté dans l'air beaucoup plus longtemps qu'il n'aurait dû.
C'était un de ces cris qu'on n'oublie jamais, du genre à s'enfoncer dans les os. Je pouvais sentir mon pouls battre dans mes oreilles alors que j'essayais de comprendre ce que j'entendais. Je suis resté figé, regardant dans l'obscurité là où ce feu vacillait au loin. Une partie de moi se disait que ce n'était pas mon problème, que quoi qu'il se passait là-bas, cela n'avait rien à voir avec moi. Mais je ne pouvais pas rester assis là, prétendant ne pas avoir entendu. Je me suis levé, essayant de voir à travers les ombres. Le cri avait cessé brusquement, laissant derrière lui un horrible silence assourdissant. Mon estomac s'est contracté quand j'ai entendu autre chose. Des pas, courant, craquant sur le gravier et les branches tombées, se rapprochant. Qui que ce soit, je pouvais l'entendre trébucher à travers l'ardoise instable. Il serait en morceaux avant même d'arriver ici. La prochaine chose que j'ai su, c'est que quelqu'un est sorti des arbres et a titubé vers la lueur de mon feu. Une femme. Ses yeux étaient écarquillés, elle était couverte de contusions et ses vêtements étaient déchirés, pendant sur elle comme des haillons. Elle semblait avoir traversé l'enfer. « Aide-moi » haleta-t-elle, la voix rauque à force de crier. « S'il te plaît, ils arrivent. » Le sang coulait de multiples blessures, des coupures sur la tête, les bras et les jambes. Je n'en croyais pas mes yeux. Elle me supplia de nouveau de l'aider, puis s'effondra au sol, au bord des larmes. J'ai agi par instinct. « Entre dans la tente » lui chuchotai-je, la prenant par le bras et la poussant à l'intérieur. « Reste silencieuse. » Elle se glissa à l'intérieur sans hésitation, recroquevillée dans un coin, tremblante comme une feuille. J'ai fermé la tente avec la fermeture éclair et je me suis assis près du feu, essayant d'avoir l'air aussi détendu que possible, même si mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Tout cela était très inhabituel pour moi, mais je suppose que toute cette situation l'était. Tout ce que je savais, c'est que cette femme avait couru vers moi et maintenant elle me demandait de l'aide. C'était tout ce qui me venait à l'esprit à ce moment-là. Quelques minutes plus tard, je les ai entendus. 2 hommes. Ils sont apparus juste hors de la lumière, des ombres aux bordures et des voix rugueuses. Ils se sont arrêtés en me voyant, leurs yeux plissés pour observer la scène. Je me suis immédiatement rendu compte que ces types étaient des problèmes. « Salut, mon pote », dit l'un d'eux, d'une voix huileuse et trop amicale. « T'as vu passer une fille par ici ?» J'ai secoué la tête. « Nope, j'ai, entendu des cris, mais j'ai pensé que c'était juste des coyotes ou quelque chose comme ça. » Ils échangèrent un regard, et l'un d'eux fit un pas de plus, me fixant. Il avait ce genre de visage qui semblait taillé dans la pierre, rugueux, buriné, avec une lueur malveillante dans les yeux. « T'es sûr de ça, mec ? On a perdu quelqu'un. Elle pourrait avoir des problèmes. » J'ai soutenu son regard, me forçant à hausser les épaules. « Comme j'ai dit, j'ai vu personne. Je suis juste ici pour pêcher, essayant de profiter d'un peu de paix et de tranquillité. » Je pouvais dire que les hommes ne me croyaient pas. Ils continuèrent à rôder, leurs yeux scrutant mon camp à la recherche de quelque chose de suspect. Je restais immobile, gardant mon expression neutre et prenant lentement une autre bouchée de mon poisson, feignant que c'était juste une autre nuit dans la forêt. Finalement, celui qui semblait être en charge grogna et secoua la tête vers l'obscurité. « D'accord, alors, reste vigilant. Si tu la vois, fais-le nous savoir. »« D'accord, » ai-je répondu, reconnaissant que ma voix n'ait pas trahi l'adrénaline qui courait en moi. Il n'aurait pas fallu grand-chose pour que ces types découvrent la vérité. Un autre détail me frappa alors. Si la fille dans la tente bougeait ou faisait le moindre bruit, elle serait perdue. Peut-être moi aussi. J'ai prié pour qu'elle reste silencieuse. Les hommes firent demi-tour pour partir, mais je pouvais sentir qu'ils me surveillaient, même en s'éloignant, leurs silhouettes se fondant dans les ombres au bord des arbres. Longtemps après leur départ, je suis resté assis là, regardant le feu, écoutant le crépitement des flammes, m'efforçant de percevoir un signe qu'il revenait. La femme ne fit aucun bruit depuis l'intérieur de la tente, Dieu merci. Je pouvais voir ces 2 brutes cachées à la lisière des arbres pendant les 15 ou 20 minutes suivantes, observant chacun de mes mouvements. Ils étaient convaincus que j'avais la fille, alors ils me surveillaient à distance. Après ce qui sembla une éternité, la forêt retrouva son calme inquiétant. J'ai regardé vers le bas comme par hasard et j'ai vu que les hommes étaient partis. Mes pensées tournaient en boucle tandis que j'ouvrais la tente et regardais à l'intérieur. Les yeux de la femme croisèrent les miens, remplis de terreur, suppliant des réponses que je n'avais pas. Son souffle était saccadé et ses jointures blanches à force de serrer ses genoux contre sa poitrine.
Ils sont partis pour l'instant, lui chuchotai-je. Mais on doit parler. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Elle hésita, les larmes aux yeux. Je pouvais voir qu'elle luttait pour décider si elle pouvait me faire confiance ou non. Mais ce qu'elle avait vécu devait être pire que de risquer de se confier à un étranger. Tout est parti en vrille, balbutia-t-elle. J'étais avec des amis, du moins c'est ce que je pensais. On campait juste, comme toi, mais les choses ont très mal tourné. Mal comment? Demandai-je, jetant un coup d'œil nerveux vers la lisière des arbres où les hommes avaient disparu. C'était censé être un week-end sympa, dit-elle en secouant la tête comme pour se réveiller d'un cauchemar. Mais ils ont commencé à se disputer, principalement à cause de moi. Jaloux, possessifs, comme si j'étais la copine de quelqu'un. Ils se sont saoulés, et tout a dégénéré. L'un d'eux, Todd, c'est le pire. Il est obsédé. Il a dit que si je ne pouvais pas être à lui, je ne serais à personne. Quand j'ai essayé de partir, il est devenu fou et a commencé à être vraiment violent avec moi. C'est là que j'ai pris la fuite. Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac, soudainement conscient de notre isolement. Pas de réseau téléphonique, pas de sortie rapide. Nous étions à des kilomètres de la route la plus proche, profondément dans le ventre de cette vallée, avec rien d'autre que notre intelligence et ce qu'il y avait dans mon sac à dos. « Écoute, lui dis-je, on ne peut pas rester ici. Ils vont certainement revenir. On doit sortir de cette vallée. Il y a 14 kilomètres et demi jusqu'au début du sentier. Mais si on bouge maintenant, on pourrait… » Avant que je ne termine, un léger craquement se fit entendre dans l'obscurité. Nous nous sommes tous deux figés, écoutant, tendant l'oreille. Ce n'était pas le vent, ni un animal. Ses pas étaient de retour, lourds et délibérés, écrasant la végétation. Mon estomac se noua. Les hommes ne s'étaient pas éloignés. Ils nous encerclaient, se rapprochant comme une meute de loups. « Reste dans la tente », murmurai-je avec urgence. « Ne bouge pas, ne fais aucun bruit. » Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, mes yeux balayant chaque ombre. Mon feu s'était réduit à des braises incandescentes, émettant une faible lueur rouge qui perçait à peine l'obscurité croissante. Les pas se rapprochaient, et je les ai vus. Ces deux hommes émergeant de la pénombre, avançant comme des prédateurs ayant toute la nuit pour jouer à ce stupide jeu. « On s'est dit qu'on te reverrait », dit le plus grand, sa voix imprégnée de menace. « On a le sentiment que tu n'as pas été tout à fait sincère avec nous. Alors, je vais te poser la question encore une fois. T'es sûr que tu ne l'as pas vu ? » « Comme je te l'ai dit plus tôt, mec, » répliquai-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais. « Je suis ici tout seul. Tu fais fausse route, je te le dis. » Le plus petit sourit, exhibant des dents tachées par des années de négligence. « On pense que tu caches quelque chose, mon pote, et tu devrais peut-être reconsidérer l'idée de jouer au héros ici. » Mon cœur battait à tout rompre tandis qu'ils avancèrent vers moi. Ces types avaient fini de jouer gentiment. Je pouvais le voir dans leurs yeux. Ils ne partiraient pas sans elle, et s'ils la trouvaient, Dieu sait ce qu'il nous ferait à tous les deux. Je devais gagner du temps, mais il ne restait pas grand-chose à faire. Juste au moment où j'allais dire quelque chose, ils se sont tous les deux jetés sur moi. Le plus grand me plaqua au sol rocheux. La douleur parcourut ma colonne vertébrale, mais j'ai réussi à me relever. L'adrénaline engourdissait tout, sauf l'instinct de combattre. Ils détruisaient la tente maintenant, ouvrant la fermeture éclair. Le cri de la femme déchira à nouveau le ciel nocturne, tandis qu'ils la traînèrent dehors, en se débattant et en donnant des coups. « Lâchez-moi » criait-elle, mais cela ne servait à rien. Le plus petit lui couvrit la bouche avec une main sale, tandis que le plus grand la tenait par les bras, la traînant sur le sol comme un sac de grains. L'expression sur son visage était terriblement détendue, comme si ce n'était qu'une autre tâche avant d'aller se coucher. « Tu te trompes complètement » dit le plus grand, comme s'il essayait de calmer un enfant. « On la ramène juste au camp, là où elle doit être. Y a pas de quoi s'inquiéter. »« Lâchez-la » criai-je. Je savais que c'était inutile. Ils ne me regardèrent même pas. « Je vais appeler la police. Je voulais faire quelque chose, n'importe quoi, mais ils étaient trop forts, trop déterminés. Et je n'étais qu'un homme contre deux types qui semblaient se battre dans des bars depuis qu'ils savaient donner des coups de poing. En plus, ces types n'en avaient vraiment rien à faire. La lutte de la femme commença à s'estomper, sa résistance faiblissant en réalisant qu'elle ne pouvait pas les vaincre. Bientôt, elle se laissa simplement traîner, avec une expression vide dans les yeux. Elle me lança un dernier regard, et ce regard portait toute la désespoir et la résignation du monde, un regard qui me hanterait pour le reste de ma vie. Alors qu'ils la traînèrent vers l'obscurité, je restai figé, les poings serrés et inutiles à mes côtés.
La nuit les engloutit, le crépitement de leur feu devenant de plus en plus lointain, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une faible lueur fantomatique de l'autre côté du lac. Les cris cessèrent, remplacés par le silence inquiétant de la nature sauvage. Plus de cris, plus de pas. Juste le sifflement du vent à travers les arbres, à peine interrompu par le doux clapotis de l'eau contre la rive. Je restais là, tremblant, écoutant, espérant entendre quelque chose pour m'assurer que tout n'était pas encore terminé. Mais ça l'était. Ils étaient partis, retournés dans le trou tordu d'où ils étaient sortis. J'aurais dû faire quelque chose, n'importe quoi, plutôt que de rester là, figé. Mais que pouvais-je faire face à deux types comme eux? J'essayais de me convaincre que c'était mieux de rester en vie et de signaler l'incident plus tard, mais la culpabilité me rongeait de l'intérieur. J'avais même une arme à feu avec moi, mais cela m'a fait réfléchir. Est-ce que j'allais tirer et tuer deux inconnus pour une situation que je ne comprenais même pas complètement? Ruiner ma vie pour quelque chose qui, potentiellement, n'était rien? Je retournai près de mon feu, alimentant les braises mourantes jusqu'à ce que les flammes reprennent, essayant de me raccrocher à quelque chose de familier, quelque chose de normal. Mais rien ne semblait plus normal désormais. Je restais simplement assis là, à fixer les flammes, me demandant ce qui venait de se passer. Qu'allait-il arriver à cette femme? Allait-il la laisser partir, ou allait-elle disparaître d'une manière que je préférais ne pas imaginer? Je ne pus pas dormir cette nuit-là. Chaque craquement d'une branche me faisait sursauter, m'attendant à ce que ces hommes reviennent, souriants, couverts de sang. Finalement, le jour se leva, apportant avec lui la dure et solitaire réalité de la journée. Je fis du café, empaquetai mon matériel et tentai de me débarrasser de cette sensation nauséeuse qui m'enveloppait comme une seconde peau. Une partie de moi voulait marcher jusqu'à leur campement, affronter ce qu'il restait là-bas, mais je n'en eus pas le courage. À la place, je passais la matinée à pêcher, comme si c'était un jour ordinaire. Les saumons mordaient avec autant d'enthousiasme qu'avant, mais cela semblait désormais vide, sans joie, sans satisfaction, juste un acte mécanique de lancer et de récupérer. Vers midi, je ne pus plus rester. Je pliai bagages, chargeai mon équipement et commençai la longue et épuisante marche hors de la vallée, chaque pas me rapprochant un peu plus de la civilisation et m'éloignant du cauchemar que je laissais derrière moi. Quand j'arrivai enfin au début du sentier, il y eut un moment d'hésitation. Devais-je en parler à quelqu'un? Au shérif? À un garde forestier? Et si je le faisais, à quoi cela servirait-il? L'emplacement reculé, le manque de détails et l'incertitude de ce que j'avais vraiment vu rendaient tout cela trop flou, trop vague pour faire une réelle différence. Mais je ne pouvais pas non plus laisser cette histoire peser sur ma conscience sans rien faire. Je fis un rapport, je leur donnai tout ce dont je me souvenais, mais je supposais que cela ne mènerait nulle part. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, juste un gars avec une histoire étrange à raconter. Les jours passèrent, puis les semaines, et je n'entendis plus jamais parler de cette affaire. Aucune nouvelle, aucun suivi, rien. Parfois, maintenant, tard dans la nuit, quand je suis allongé dans mon lit, éveillé, je pense à cette femme et je me demande si elle a réussi à sortir vivante de cette vallée, ou si elle y est toujours, hurlant dans l'obscurité, désormais réduite à des os entre les arbres. Je me demande si, au fond, j'aurais pu faire quelque chose de plus. Si j'ai manqué quelque chose qui aurait pu la sauver. Mais je ne le saurai jamais. Tout ce qu'il me reste, c'est ce souvenir qui me ronge comme une douleur sourde, l'écho de ce cri qui résonne encore entre les parois du canyon, bien longtemps après que les ombres l'ont englouti. C'était en 2017. J'allais avoir 18 ans à l'époque et maintenant j'en ai 25. Je suis un homme, juste pour donner un peu de contexte à ceux qui lisent. Je n'en ai parlé à personne dans ma vie personnelle pour deux raisons. 1. Ils penseraient que je suis fou, ou plus probablement, 2. Ils croiraient que j'invente tout. Mais j'ai la réputation d'être honnête, les histoires exagérées, ce n'est pas mon truc. De plus, pour ce que cela vaut pour vous, je ne suis pas religieux. Je dirais que je suis agnostique. Je ne crois pas vraiment au surnaturel, mais je ne pense pas que ce soit impossible, parce que je ne sais pas tout, loin de là. Cette histoire ne m'aide pas beaucoup, mais je ne crois même pas aux histoires de fantômes, ni aux OVNI, ou ce genre de choses. Je suis très sceptique à propos de tout ça,
Et je pense qu'il y a des explications plus rationnelles, beaucoup moins excitantes, que les gens préfèrent ne pas croire. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu et que je ne peux pas expliquer. Et encore une fois, je suis assez direct. Pour donner un peu de contexte, ma mère et ma petite sœur se rendaient chez mes grands-parents, qui vivaient dans un petit village appelé Missouri. C'est à environ 30 minutes au sud de ma ville, au cœur des montagnes. Ce n'est pas hyper isolé, mais les voisins sont à quelques kilomètres de distance, ce genre de choses. Ils étaient du genre campagnard, comme vous pouvez l'imaginer. C'est dans les profondeurs des Ozarks au Missouri, donc oui, beaucoup de gens sans dents, de la méthamphétamine et des vieux fous des montagnes. Si vous êtes déjà allé dans les collines du Missouri, vous savez exactement de quoi je parle. Nous restions dans une caravane, à environ 60 mètres de la maison de mes grands-parents. Ma mère, ma sœur et moi. Un jour, quelques heures avant la tombée de la nuit, j'ai décidé de monter sur le quad et d'aller dans la forêt. J'ai roulé un peu dans la forêt et les collines, mais je voulais vraiment aller plus en profondeur avec le quad et simplement m'amuser. C'était l'une des rares choses que j'aimais faire pendant ces visites, car la maison de mes grands-parents est au milieu de nulle part et il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. J'ai fait le plein du quad et j'ai demandé à mes grands-parents où se trouvait le sentier. Je suis parti, j'ai roulé pendant environ 40 minutes dans une direction jusqu'à ce que je sois presque à court d'essence. Et c'est à ce moment-là que je cherchais un endroit pour faire demi-tour et revenir par un petit sentier étroit. Donc, je devais attendre qu'il y ait une petite clairière pour faire une sorte de demi-tour. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Je me souviens qu'en conduisant, les arbres se balançaient dans le vent, les chants des oiseaux, les bruits des animaux, les pics verts. Tous ces merveilleux sons de la nature que j'aime tant dans ces forêts. Soudain, sans crier gare, tout s'est arrêté. Tout est devenu complètement silencieux, et quand je dis complètement, je veux dire complètement. Je me souviens que j'ai eu la chair de poule juste à cause du manque de bruit, sachant qu'il y avait des animaux autour, mais tout était silencieux. J'ai eu l'impression d'être dans une sorte de vide sonore ou quelque chose du genre. Tout semblait différent, sonnait différent, ou plutôt, il n'y avait aucun son. Le seul bruit était celui du quad, et même ce son semblait étouffé et lointain. C'était définitivement la sensation la plus étrange que j'ai jamais vécue. En descendant la montagne, j'ai vu ce gigantesque cerf, ou un animal ressemblant à un cerf avec des bois, et je veux dire qu'il était énorme, debout sur le chemin que je suivais, à environ 15 mètres devant moi. Pour une raison quelconque, il m'était impossible de déterminer précisément à quelle distance il se trouvait. Ma perception de la profondeur était complètement altérée. C'était presque comme s'il clignotait, apparaissant et disparaissant. Il ne bougeait pas, il me regardait simplement. Et il avait des yeux sombres, noirs comme la nuit, comme s'il regardait dans un vide total, une immense obscurité qui se détachait clairement parmi toutes les couleurs de la forêt. Je peux encore voir cet animal dans mes rêves, me fixant du regard. J'ai encore parfois des cauchemars à propos de cette chose. Ces bois étaient presque aussi grands que son corps. Ils ressemblaient aussi à des racines d'arbres ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas vraiment les cerfs, je n'ai jamais chassé ni rien, mais ces bois ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu auparavant chez un cerf ou chez tout autre animal à bois. Trop grand, trop fin. C'était bizarre, terriblement bizarre, et je pouvais sentir mon cœur monter jusqu'à ma gorge. J'ai presque instantanément arrêté le quad et je suis resté là à le regarder, terrifié, mais en même temps incapable de détourner les yeux. Je me souviens ensuite que le vent s'est mis à souffler et que le bruit des arbres en mouvement ressemblait presque à des chuchotements, comme s'ils me parlaient. Ou peut-être que je ne faisais qu'imaginer des choses, complètement effrayé. J'ai juste eu cette sensation accablante, cette impression qu'on me disait de partir et de ne jamais revenir. C'est la seule chose que j'ai pu comprendre, mais encore une fois, je n'ai pas entendu ces mots. C'était juste une sensation. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer. Alors c'est exactement ce que j'ai fait, je suis parti. J'ai fait demi-tour avec le quad et j'ai failli basculer sur le sentier, tombant presque d'une chute de 4 mètres près du bord, car je n'avais pas encore trouvé une bonne clairière pour faire demi-tour. Je n'étais pas prêt à continuer à rouler vers ce cerf ou quoi que ce soit. C'était un virage très serré, mais je l'ai réussi et j'ai accéléré le quad aussi vite que possible. C'était toujours complètement silencieux, et je n'ai jamais entendu un silence pareil. Mon père est ingénieur du son. Il a un studio à la maison, et ce studio a des cabines insonorisées où l'on peut chanter sans bruit extérieur. C'est ce qui s'en rapprochait le plus pour expliquer ce silence assourdissant que j'ai ressenti là-bas. C'était aussi silencieux que ça.
Rappelle-toi, ici ce sont les Ozarks. Les animaux font toujours du bruit. » Mais je ne pouvais rien entendre. J'ai accéléré le quad aussi vite que je pouvais, remontant la montagne et prenant les virages, sans jamais regarder en arrière. Il y a eu quelques fois où j'ai failli faire basculer toute la machine d'une falaise ou d'une autre. J'ai failli vraiment me tuer. Je roulais juste aussi vite que possible parce que, de temps en temps, lorsque je regardais derrière moi, cet animal trottait encore à côté de moi. Il semblait presque plus normal maintenant, comme un vrai cerf, mais il était toujours gigantesque, au-delà de toute reconnaissance. Je suis arrivé à une partie plate et droite du chemin et j'ai pensé que j'étais plus ou moins à mi-chemin de l'entrée du sentier. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir toutes sortes d'animaux. Des cerfs, des oiseaux, même un ours noir, le seul que j'ai jamais vu de ma vie. Ils étaient tous debout ou assis juste à côté du sentier, à peut-être 5 ou 6 mètres dans la forêt, et ils me regardaient tous. Ils ne faisaient aucun bruit, ils ne bougeaient pas, ils suivaient juste mon trajet avec leur tête pendant que je passais. Leurs yeux étaient fixés sur moi, même les oiseaux dans les branches semblèrent faire de même. Tout était toujours complètement silencieux. Même pas une brise. Ce silence horrible et glacial alors que je passais en trombe, avec leurs yeux brûlants dans mon dos bien après qu'ils aient disparu de ma vue. Encore aujourd'hui, c'est la sensation la plus effrayante et perturbante que j'ai jamais vécue dans ma vie. J'ai continué aussi vite que je pouvais. Le soleil se couchait, mais il y avait encore suffisamment de lumière, peut-être encore 1 heure avant qu'il ne disparaisse complètement. J'ai simplement continué à avancer. Mais ensuite, alors que je passais par des endroits que je ne reconnaissais pas du tout, j'ai eu l'impression d'être sur un sentier complètement différent, ou peut-être avais-je pris un mauvais détour. Mais ça n'avait aucun sens. Ce sentier n'a pas de détour, c'est un chemin unique, une entrée et une sortie. Mais tout autour de moi semblait complètement différent de ce que j'avais vu en entrant. La panique a commencé à me gagner, mais je me suis forcé à avancer, répétant qu'il n'était pas possible que j'aie pris le mauvais chemin. Je me souviens également être passé devant un énorme arbre couvert de mousse, comme quelque chose sorti d'un film de fantasy. C'était le genre de chose que tu aurais forcément remarqué en entrant, mais il était là, se détachant comme s'il venait d'apparaître. Le terrain et les arbres autour étaient tous couverts de cette mousse épaisse. Cela semblait complètement inconnu. J'ai également remarqué que les traces du quad, qui auraient dû être là, avaient disparu, comme si elles avaient été effacées. Cette peur d'être sur le mauvais sentier est revenue en moi, mais je me suis à nouveau rappelé que ce n'était pas possible. C'était un chemin unique. Pourtant, je n'étais pas prêt à faire demi-tour et à vérifier s'il y avait un détour que je savais inexistant. Finalement, le sentier est réapparu. Tout a commencé à redevenir normal, et j'ai pu voir mes traces réapparaître, comme si rien ne s'était passé. D'une manière ou d'une autre, j'avais traversé cette partie où tout était différent, comme si le paysage avait changé, effaçant mes traces. Je ne peux pas l'expliquer, et honnêtement, je déteste y penser. Je sais à quoi cela ressemble pour vous. Peu de temps après être revenu sur ce que j'appellerais le sentier normal, je me souviens que le vent a recommencé à souffler, mais cette fois, il a commencé à parler dans cette langue étrange que j'ai mentionnée auparavant. J'ai passé beaucoup de temps dans la forêt quand il y a du vent, mais je n'ai jamais ressenti ou entendu quelque chose comme ça. C'était d'un autre monde. Même maintenant, en y repensant, cela me terrifie. Cette fois, cependant, cela semblait beaucoup moins menaçant et plus amical, comme si cela m'encourageait à continuer, comme si partir était la bonne décision, comme si quoi que ce soit qui était là-bas n'était plus en colère contre moi pour m'être immiscé. Finalement, je suis arrivé à l'entrée du sentier, là où il se divisait en un I. Avant, j'avais pris le chemin de droite et le chemin de gauche menait à un autre sentier qui conduisait dans une direction différente. La base du I conduisait à la route. Je me suis écarté vers l'accotement et de nouveau ce silence absolu est tombé sur tout. J'ai regardé en arrière et j'ai vu le même cerf ou quoi que ce soit debout là-bas. Cette fois, cependant, il bougeait, frappant sa patte et secouant sa tête, comme un cheval qui chasse les mouches. Le vent a soufflé une dernière fois, et bien qu'aucun mot ne se soit formé, j'ai eu à nouveau cette sensation, comme si on me disait de ne jamais revenir ou quelque chose du genre. Le cerf a ensuite marché vers les arbres et a disparu de ma vue. Quelques secondes plus tard, les oiseaux ont recommencé à chanter. Les bruits habituels de la forêt étaient de retour. Tout est revenu au rythme normal attendu dans les bois. Je suis resté assis là, regardant le sentier, soulagé d'en être sorti, mais aussi complètement déconcerté par ce que je venais de vivre.
Je tremblais tellement que j'avais à peine assez de force pour maintenir mon pouce sur l'accélérateur en roulant vers la route, désespéré de rentrer à la maison. J'ai filé sur le chemin, couvrant les 3,5 km jusqu'à l'entrée de mes grands-parents. En chemin, j'ai croisé un habitant local dans un Gator, l'un de ces VTT de type agricole avec une boîte de chargement à l'arrière. Il m'a salué, et peut-être que c'était juste mon imagination, mais il y avait quelque chose dans son expression, comme s'il savait exactement ce que j'avais vu, comme s'il était lui aussi au courant d'une manière ou d'une autre. Je lui ai rendu son salut, essayant de me débarrasser de l'inconfort, et j'ai continué. Tout ce que je sais, c'est que je ne remettrai jamais les pieds dans les Ozarks, ni dans aucune montagne. Les gens pensent que je mens, que j'invente des histoires, ou que j'ai perdu la tête pendant un moment. Mais je sais ce que j'ai vu. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifiait, mais quoi que ce soit, ça ne voulait pas de moi là-bas. Peut-être que c'était une hallucination, ce qui, honnêtement, aurait plus de sens que l'alternative. C'est une autre de ces étranges histoires de forêt que l'on entend, non ? Ce qui est bizarre, c'est que, aussi fou que tout cela puisse paraître, je n'ai jamais eu l'impression d'être en danger. Ces animaux ne semblèrent pas avoir l'intention de me faire du mal, seulement de me faire partir. J'avais l'impression qu'ils me guidaient de retour, presque comme s'ils me faisaient une faveur. Même avec les yeux noirs comme la nuit du cerf, ils ne semblaient pas menaçants, seulement vides. Même dans les cauchemars que j'ai encore parfois à propos de cette créature, elle n'est jamais hostile. Si quelque chose, elle semble protectrice, mais cela ne la rend pas moins terrifiante, comme si elle était une sorte d'ange gardien tordu, me tirant loin des endroits où je n'appartenais pas. J'ai fait des rêves totalement sans rapport avec la forêt, et tout à coup, ce cerf apparaît, me conduisant dehors. C'est étrange. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire de tout cela. Que tu me croies ou non, c'est mon histoire. Il y a quelque chose dans les vieilles amitiés qui te permet de reprendre exactement là où tu t'es arrêté, même après des années sans se voir. C'était comme ça avec Emma. Nous ne nous étions pas vus depuis l'université, seulement quelques messages textes et des j'aime sur les réseaux sociaux de temps en temps. Mais la vie devient vite chargée. Pourtant, quand elle a proposé un week-end aux Ozarks, j'ai eu l'impression que le temps n'avait pas passé. Juste nous deux, comme au bon vieux temps, randonnée, baignade, paddle et discussion sur la vie en général. Ça allait être un grand retour en arrière. Emma et moi nous sommes rencontrés à l'université car nous avions choisi la même filière et suivions beaucoup des mêmes cours. Il s'est avéré aussi que nous aimions la même musique, que nous aimions faire la fête et à un moment donné, nous avons même partagé une chambre. Nous faisions tout ensemble à cette époque, y compris nos excursions du week-end au bord de la rivière. Nous étudions près des Ozarks, donc ce genre de voyage était plutôt typique pour nous. Le trajet vers la rivière fut calme, le soleil du matin perçant la brume qui s'accrochait aux collines. La forêt était luxuriante, tout était vert et vibrant, presque trop vivant. Nous avons trouvé un endroit parfait avec un large tronçon de rivière et une eau calme, offrant beaucoup d'espace pour nous installer. Emma avait déjà ouvert une Mike's Hard Lemonade pendant que je déchargeais les planches de paddle de ma voiture. Nous avons ri comme si le temps n'avait pas passé. Les vieilles blagues, les vieilles histoires, ce genre de conversation qui coule naturellement quand on connaît quelqu'un depuis si longtemps. La matinée s'écoula comme un rêve. Nous avons nagé dans l'eau fraîche et nous nous sommes allongés au bord de la rivière, bronzant sur nos planches en flottant paresseusement en aval. Tout semblait bien, familier, chaleureux, confortable. Un groupe d'oiseaux planait au-dessus de nous, traçant des arcs paresseux sous le soleil. Pour une raison quelconque, ils m'ont fait penser à des présages de malchance, mais je n'ai rien dit à Emma. Cela semblait trop étrange à mentionner après si longtemps sans nous voir. Après un déjeuner rapide, nous avons décidé de descendre la rivière pour explorer. Le courant était doux, suffisant pour nous guider sans trop d'efforts. La rivière s'enfonçait de plus en plus dans la forêt. Les rives se resserraient et les arbres se penchaient de plus en plus près, leurs branches formant un dais au-dessus de nos têtes. C'était presque magique, surtout avec le soleil qui projetait des motifs tachetés sur l'eau. Je dirais qu'après un peu plus d'1 kilomètre, nous avons trouvé cette petite crique cachée derrière un virage. L'eau y était suffisamment peu profonde pour échouer nos planches. La rive était plus sauvage ici, couverte de ronces et de vignes qui tiraient sur nos vêtements alors que nous nous frayions un chemin sur la terre ferme. « Hé,
Montons par ce sentier, dit Emma en désignant un chemin étroit qui s'enfonçait dans la forêt. Il doit mener à un endroit génial. Oui, si on ne se perd pas et qu'on ne se fait pas manger par les bestioles avant, plaisantai-je, mais j'étais prête pour l'aventure. Clairement, nous l'étions toutes les deux, car Emma avait déjà ouvert une autre boisson et nous dirigeait à l'aveugle dans la forêt. Le sentier était magnifique, sans aucun doute, mais plus nous nous enfoncions, plus la forêt devenait épaisse et sombre. Les arbres commençaient à se rapprocher, bloquant le ciel. L'air semblait différent, plus lourd, comme s'il nous oppressait maintenant. Le chant des oiseaux et le murmure des feuilles s'étaient estompés, ne laissant que le bruit de nos pas et le craquement occasionnel d'une branche sous nos pieds. « Tu as remarqué à quel point c'est silencieux maintenant ?» demanda Emma après un moment, sa voix plus douce, presque comme si elle ne voulait pas déranger ce qui se trouvait là-bas. « Oui, » répondis-je. « Peut-être que c'est juste l'heure de la journée, ou peut-être que nous effrayons tout. »« Peut-être, » murmura-t-elle, mais elle ne semblait pas convaincue. Nous nous sommes enfoncés plus profondément, repoussant les buissons épineux qui nous griffaient les jambes, essayant de ne pas trébucher sur les racines qui serpentaient sur le sentier. Après environ 3 kilomètres, nous avons trouvé une bifurcation sur le sentier qui se divisait en 2 chemins étroits, menant tous deux à un lit de rivière rocailleux. L'endroit était magnifique, une eau cristalline tombant sur des pierres lisses, des rives couvertes de mousse, comme un décor tout droit sorti d'un documentaire sur la nature. « Oh, c'est parfait !» dit Emma, laissant tomber son sac à dos et sortant son téléphone pour prendre des photos. « Je vais faire pipi vite fait, je reviens. »« Ne te perds pas !» lui criai-je alors qu'elle s'enfonçait entre les arbres. Je me suis assise au bord de l'eau, laissant le bruit du ruisseau m'apaiser complètement. C'était pour cela que j'étais venue. Profiter du soleil, me détendre avec une amie et découvrir des endroits que la plupart des touristes ne verraient jamais. Cette paix fut immédiatement rompue lorsque le cri d'Emma déchira l'air de la forêt. Je me levai d'un bond, le cœur battant à tout rompre. « Emma !» criai-je, mais il n'y eut aucune réponse, seulement d'autres cris, frénétiques et aigus. Je courus à travers la broussaille là où elle était allée, les branches fouettant mon visage. Quand je l'ai trouvée, elle luttait pour remonter son pantalon, les yeux écarquillés par la terreur. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est arrivé ? »« Quelqu'un nous observe !» cria-t-elle en pointant du doigt l'épaisse masse d'arbres derrière moi. Mon cœur s'arrêta une seconde tandis que je tentais de comprendre ses paroles. Je me retournai, scrutant la forêt sombre, le pouls battant dans mes oreilles. Au début, je ne vis rien, seulement des ombres et des troncs tordus. Puis, du coin de l'œil, je vis quelque chose bouger, une silhouette entre les arbres. Un homme? Non, pas seulement un homme, il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Son corps se tordait d'une manière qui ne semblait pas naturelle, comme s'il était accroupi ou voûté, mais il était pourtant incroyablement grand. Son visage était couvert de boue et de terre, et sa peau avait une étrange texture inégale, comme si elle avait fondu ou été déformée à certains endroits. Et puis, il fit la chose la plus troublante. Il nous salua. Un salut lent et délibéré, ses doigts bougeant d'une manière qui me fit frissonner. « Partons d'ici », dis-je, attrapant le bras d'Emma et l'attirant. Nous avons couru sur le sentier, sans nous soucier des éraflures ni des branches qui nous frappèrent sur le chemin. Je pouvais entendre des bruits autour de nous, des cris moqueurs qui ressemblaient à des rires résonnant dans les arbres. Nous avons descendu une pente raide, et c'est là qu'Emma trébucha. Elle se tordit la cheville et s'effondra au sol, haletante de douleur. Je m'arrêtai brusquement et m'agenouillai à ses côtés. « Hé, ça va? Tu peux marcher ?» Elle secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. « Je ne sais pas. Je crois que je me suis tordu la cheville. » Je regardais autour de moi pendant que mon esprit s'activait. Nous devions sortir de là, mais nous étions à au moins 1,5 km de la rivière. Je commençai à bander sa cheville avec une bande que j'avais dans mon sac à dos, essayant de le faire rapidement mais prudemment. C'était la dernière chose dont nous avions besoin maintenant, étant donné le chemin qu'il nous restait à parcourir pour retourner aux voitures. C'était déjà un problème en soi, mais avec ce tracker entre les arbres, je ne savais pas à quel point cela allait empirer. C'est alors qu'elle cessa de pleurer et émit un étrange bruit étranglé. « Quoi ?» lui demandai-je, concentré sur sa cheville. Elle ne répondit pas, fixant quelque chose derrière moi. Je me retournai et il était de nouveau là, debout au sommet de la pente, à peine 6 mètres de distance. Il avait un sourire plein de dents qui me glaça le sang. Puis il se mit à rire, un rire aigu qui semblait provenir de toutes les directions à la fois. Et ensuite, comme avant, il nous salua
et courut vers les arbres avec un cri qui résonna dans la forêt. Emma sanglotait maintenant, et je n'étais pas loin de faire de même. « Nous devons bouger maintenant », dis-je en la soulevant aussi doucement que possible. Elle s'appuya sur moi, boitillant pendant que nous revenions sur le sentier. Les bruits nous suivaient, des branches se cassant, des feuilles craquant, d'autres de ces rires moqueurs. J'avais presque l'impression que la forêt elle-même était vivante et jouait avec nous, se moquant de nous. J'essayais de rester concentré, un pied après l'autre. Plus nous nous approchions de la rivière, pire cela devenait. Je sentais des mains frôler mes cheveux, tirer sur ma chemise. Une fois, j'ai entendu un rire juste à mon oreille, mais quand je me suis retourné, il n'y avait rien, seulement les arbres sombres qui se refermaient autour de nous. J'avais l'impression qu'on nous guidait, nous poussant vers quelque chose, mais je ne voulais pas penser à ce que ce quelque chose pourrait être. Dans les 12 ou 15 derniers mètres, quelqu'un continuait à tirer sur mes cheveux si fort qu'il m'en a arraché des mèches. Finalement, nous avons franchi la ligne d'arbres et trébuché sur la rive de la rivière, haletant pour reprendre notre souffle. Nos planches de paddle étaient toujours là, Dieu merci. Nous avons rapidement attaché l'équipement et nous sommes lancés dans l'eau, commençant à pagayer en amont aussi vite que nous pouvions. J'avais du mal à me concentrer, mes yeux allant d'un côté à l'autre en direction de la rive toutes les quelques secondes. Nous étions toutes deux épuisées à ce stade, et avec les blessures d'Emma, nos progrès étaient minimes. Nous restions attentives en avançant. Il était encore là, courant le long de la rive, juste hors de notre portée. Ses mouvements étaient saccadés et erratiques, comme une marionnette au fil sans mêler. Parfois, il disparaissait dans les arbres, pour réapparaître plus loin, toujours à la même vitesse que nous. « Plus vite !» pressai-je Emma, bien que je puisse voir qu'elle était complètement épuisée et souffrante. Le courant était plus fort maintenant, chaque coup de pagaie devenait une lutte. Nous avons pagayé jusqu'à ce que nos bras brûlent, mais il continuait à maintenir son rythme. J'ai commencé à me sentir nauséeuse à cause de l'anxiété, réalisant que s'il nous suivait plus longtemps, nous n'aurions plus d'option. Nous étions presque à bout de souffle, presque sans force, presque arrivés au point de départ où nous avions laissé nos voitures. Finalement, après ce qui a semblé être une éternité, nous l'avons perdu de vue. La forêt est redevenue plus calme, et le sentier d'où nous étions venus est réapparu. Nous n'avons pas perdu de temps. Nous avons échoué les planches, attrapé nos affaires et couru sur ce sentier jusqu'au parking. Nous ne nous sommes pas arrêtés avant d'être dans la voiture, haletante et tremblante sous l'effet de l'adrénaline. Pendant un long moment, aucune de nous deux n'a dit un mot. Puis, Emma a laissé échapper un rire tremblant, un mélange d'incrédulité et de pur soulagement. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda-t-elle, encore essoufflée. « Je ne sais pas, » répondis-je, essayant de calmer mon propre cœur battant à tout rompre, mais je sais que nous ne reviendrons pas ici. Nous sommes restés assises en silence, essayant de tout comprendre. Finalement, nous avons ouvert une autre boisson et bu plus de ces Mikes, essayant de rire de tout, mais au fond, il y avait une compréhension partagée entre nous. Ce que nous venions de vivre n'était pas normal, et aucune de nous ne l'oublierait de sitôt. Quelques semaines plus tard, j'ai entendu une histoire d'une autre personne qui faisait de la randonnée dans cette même région. Ils ont décrit un homme grand, au visage déformé et au rire glaçant, les observant depuis les arbres. Je n'ai rien dit, je les ai juste écoutés et j'ai hoché la tête. Je n'avais pas besoin de leur confirmer quoi que ce soit. Je savais que nous n'étions pas les seuls à avoir rencontré ce qui se cachait dans ces collines. Ce qui est le plus étrange pour moi, c'est la manière dont il a simplement disparu. Il nous a suivis tout ce temps, parcourant presque 2,5 kilomètres dans sa poursuite, juste pour faire demi-tour quand nous sommes arrivés à ce point qui nous ramènerait à la voiture. Il y avait quelques autres personnes dans la région. Un pêcheur, un couple de randonneurs supplémentaires. À ce moment-là, nous étions déjà en compagnie. Le type qui nous suivait avait disparu depuis longtemps. C'était presque comme s'il y avait une barrière, ou même une ligne de propriété que ce fou n'était pas autorisé à franchir. Quoi qu'il en soit, nous étions définitivement reconnaissantes de nous en être sortis. Parfois, la nuit, quand je ferme les yeux pour dormir, je repense à ce salut. Ce geste moqueur et joyeux depuis les ombres, presque comme une provocation, un rappel que certains endroits, peu importe leur beauté, cachent des secrets qu'il vaut mieux laisser en paix. Pour des raisons évidentes, je ne suis jamais retourné aux Ozarks depuis.
Parfois, je pense que si nous n'avions jamais décidé d'aller dans cet endroit, tout serait différent. Je n'ai jamais pu échapper à ce sentiment, cette culpabilité silencieuse qui me hante la nuit. Je me réveille encore avec l'esprit en ébullition, répétant les « et si » qui ne trouveront jamais de réponse. Voici l'histoire de ce qui s'est passé pendant nos vacances dans la forêt, une histoire que je porte avec moi depuis lors, une histoire qui a changé ma vie pour toujours. L'histoire de la disparition de ma sœur Leïla, sans laisser de traces, et de la façon dont cet événement nous a tous détruits. C'était l'été, et ma famille, comme d'habitude, avait décidé de prendre des vacances. Mais cette année-là, nous voulions faire quelque chose de différent. Pendant toute notre enfance et notre adolescence, nous avions passé nos vacances à la plage ou dans un petit village rural, mais cette année-là, mes parents voulaient quelque chose de plus isolé, plus proche de la nature. Ma mère avait passé des semaines à chercher des endroits jusqu'à ce qu'elle trouve une petite cabane dans un parc naturel, au cœur d'une forêt dense et luxuriante, dans une région peu connue mais qui promettait une tranquillité absolue. Nous étions excités, surtout Leïla. Leïla était ma petite sœur, seulement 2 ans plus jeune que moi, mais parfois, elle semblait avoir un esprit bien plus audacieux et libre. Là où je voyais du risque ou du danger, elle voyait de l'aventure. Elle avait toujours été comme ça, depuis que nous étions enfants. S'il y avait un grand arbre feuillu, je restais à l'observer, mais elle était déjà en train de grimper. S'il y avait une piscine profonde, elle était la première à plonger, alors que j'hésitais au bord. C'était ça, Leïla. Et même si cette différence de personnalité nous causait parfois des frictions, j'admirais profondément son courage. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce même courage la mènerait à disparaître. Nous sommes arrivés à la cabane un mardi après-midi. Elle était située au bord d'une clairière, entourée de grands arbres qui se dressaient comme des géants sentinelles, protégeant la tranquillité du lieu. Le soleil filtrait à travers les feuilles, créant des éclats de lumière sur l'herbe haute. Tout semblait parfait. Après de longues heures de voyage en voiture, mes parents étaient épuisés et se sont empressés d'entrer dans la cabane pour se reposer un peu avant de préparer le dîner. Leïla, en revanche, débordait d'énergie, impatiente de sortir explorer. Je me souviens qu'elle est montée sur le porche de la cabane et a regardé autour d'elle avec ce sourire qu'elle avait toujours lorsqu'elle était sur le point de se lancer dans l'une de ses aventures. « Viens, Julie », m'a-t-elle dit, m'appelant par le surnom que seule elle utilisait. « Allons faire un tour avant qu'il ne fasse sombre. Je veux voir ce qu'il y a ici. » J'étais fatigué. Le voyage avait été long et je voulais juste m'asseoir et me détendre un moment. Mais en voyant l'excitation sur son visage, je ne pouvais pas dire non. Alors, comme tant de fois auparavant, j'ai enfilé mes baskets et je l'ai suivie. Cette première promenade a été tranquille. Leïla marchait à quelques mètres devant moi, comme toujours, avec des pas rapides et légers, tandis que je suivais à un rythme plus lent, observant l'environnement. La forêt était magnifique, silencieuse, mais d'une manière paisible. Au loin, on entendait le chant des oiseaux et le doux murmure d'un ruisseau. Leïla ramassait des brindilles et des feuilles, parlant sans cesse de combien ce serait incroyable de passer une semaine ici, loin de tout, sans réseau téléphonique, sans internet, juste nous et la nature. Au coucher du soleil, nous sommes revenus à la cabane. Le dîner était simple, mais délicieux. Il y avait quelque chose dans le fait d'être si loin de la civilisation qui rendait tout meilleur. Ma mère nous regardait avec un sourire pendant que Leïla racontait, enthousiaste, les plans qu'elle avait pour les jours suivants. Nager dans le lac à proximité, faire de longues randonnées et explorer au-delà des sentiers balisés. J'acquiesçais, essayant de suivre son enthousiasme, bien qu'une partie de moi ne souhaitait que me détendre et lire un livre près de la cheminée. Le deuxième jour, les vrais problèmes ont commencé. Nous avons décidé de faire une randonnée jusqu'à un point de vue qui, selon les brochures, offrait une vue panoramique sur la forêt. Leïla, bien sûr, était excitée. J'aimais marcher, mais je n'avais pas le même besoin qu'elle d'explorer chaque recoin. Cependant, je me suis laissé emporter par son enthousiasme. Nous sommes partis tôt, après un petit déjeuner rapide, avec nos sacs à dos remplis d'eau et de quelques provisions. Le sentier était étroit, bordé de fougères hautes et de buissons. À mesure que nous avancions, la forêt devenait plus dense et l'air se faisait plus humide, comme si nous pénétrions dans une jungle. Leïla marchait devant, écartant les branches avec les mains, toujours un pas plus loin que ce qui semblait prudent. Je la suivais, comme toujours, avec un mélange d'admiration et d'inquiétude.
Je savais que Leïla pouvait se débrouiller seule, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir ce nœud dans mon estomac chaque fois qu'elle s'éloignait trop. Nous avons marché pendant des heures. Le point de vue, d'après la carte, était à environ 5 km de la cabane, mais au rythme où nous allions, il semblait que nous n'y arriverions jamais. Leïla proposait constamment des détours, voulant explorer de petits sentiers qui n'apparaissaient pas sur la carte. À chaque fois, mon instinct me disait de ne pas le faire, de rester sur le sentier principal, mais Leïla avait toujours une façon de me convaincre. Elle me disait que ce serait amusant, qu'il ne se passerait rien, que nous serions de retour en quelques minutes. C'est lors de l'un de ces détours que les choses ont commencé à devenir étranges. Nous nous sommes éloignés du sentier principal, suivant un petit chemin qui, selon Leïla, devait nous conduire à une rivière. Nous avions vu la rivière sur la carte et elle était convaincue que nous pourrions l'atteindre plus rapidement en prenant ce raccourci. Au début, cela ne m'a pas semblé une mauvaise idée. La forêt était calme, et bien que le sol soit couvert de racines et de rochers qui rendèrent la marche difficile, cela ne paraissait pas dangereux. Mais à mesure que nous nous enfoncions, l'atmosphère a commencé à changer. Le son des oiseaux, qui avait été constant tout au long de la matinée, a commencé à s'estomper. Le vent, qui soufflait doucement entre les arbres, s'est arrêté. L'air est devenu lourd, presque étouffant. Je me souviens avoir dit à Leïla que nous devrions faire demi-tour, que quelque chose ne se sentait pas bien, mais elle a simplement ri et a continué à marcher. « Ne sois pas si peureuse, Julie. Tout va bien. Je veux juste voir la rivière. Je te promets qu'on revient au sentier principal après. » Mais quelque chose en moi me disait que nous n'étions pas bien. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était une sensation dans l'estomac, un nœud d'anxiété qui grandissait à chaque pas que nous faisions. La forêt, qui m'avait semblé belle et accueillante au début, se sentait maintenant fermée, oppressante. Les ombres entre les arbres semblaient plus sombres, plus longues, comme si elles guettaient. Finalement, nous sommes arrivés à un petit ruisseau. Ce n'était pas la rivière que Leïla cherchait, mais elle ne semblait pas déçue. Elle s'est agenouillée près de l'eau, touchant la surface du bout des doigts, et est restée silencieuse, comme si elle réfléchissait à quelque chose. Je suis resté debout derrière elle, regardant autour de moi. Le silence de la forêt était presque assourdissant. Il n'y avait ni oiseaux, ni insectes, ni même le son du vent dans les branches. Après quelques minutes, Leïla s'est levée brusquement. Elle avait ce regard qu'elle avait toujours lorsqu'elle était sur le point de faire quelque chose de risqué. « Je vais marcher un peu plus loin. Je veux voir si je trouve la vraie rivière », m'a-t-elle dit en souriant. « Reste ici. Je ne vais pas tarder. » « Leïla, non, ai-je commencé à dire, mais elle marchait déjà vers les arbres, s'éloignant de moi. Je suis resté là, debout près de l'eau, regardant sa silhouette disparaître entre les ombres de la forêt. J'avais un mauvais pressentiment, mais je pensais qu'elle reviendrait bientôt. Leïla revenait toujours. J'ai attendu 5 minutes, puis 10. Après 15 minutes, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai commencé à l'appeler, d'abord doucement, puis plus fort. Il n'y avait pas de réponse. Le silence de la forêt semblait tout englober. Le ruisseau continuait à couler, mais tout le reste était immobile, figé. J'ai essayé de ne pas paniquer, mais mon esprit était déjà rempli d'images terribles. Leïla perdue, blessée, piégée quelque part. J'ai décidé de marcher un peu dans la direction où je l'avais vue partir. Je pensais qu'elle s'était peut-être simplement distraite par quelque chose et n'avait pas entendu mes appels. Mais à mesure que j'avançais, le terrain devenait de plus en plus irrégulier. Les branches frappèrent mes jambes et le sol devenait plus escarpé. J'ai crié son nom encore et encore, mais tout ce que j'entendais était ma propre voix résonnante entre les arbres, sans réponse. Après ce qui m'a semblé être une éternité, je suis revenu au ruisseau. Leïla n'était pas là. Mon esprit débordait de questions sans réponse, mais ce qui m'effrayait le plus était le silence. Un silence si absolu qu'il me paraissait presque assourdissant. Le genre de silence qui ressemble davantage à une présence qu'à une absence. Le vent avait cessé de souffler. Il n'y avait pas un seul oiseau, pas le moindre bruissement des feuilles des arbres. Tout ce que je pouvais entendre était le doux murmure de l'eau et ma propre respiration, de plus en plus rapide. Après plus de 20 minutes, ma patience s'était transformée en pure panique. Leïla ne s'éloignait jamais autant sans dire quelque chose, sans faire une remarque sarcastique ou plaisanter. Cela n'avait aucun sens. J'ai décidé de retourner à la cabane. À ce moment-là, je sentais qu'il n'y avait que 2 options.
Soit Leïla était retournée par un autre chemin et m'attendait à la cabane, soit quelque chose de grave lui était arrivé. J'ai commencé à marcher en direction du retour, mais tout mon corps tremblait. Bien que la distance entre le ruisseau et le sentier principal soit courte, j'avais l'impression que le chemin de retour s'étirait à l'infini. C'était comme si les arbres avaient encore grandi depuis que nous les avions franchis et, par moments, le sentier disparaissait entre les ombres, comme si la forêt elle-même essayait de me désorienter. Je continuais à marcher, répétant le nom de Leïla à voix basse, comme si cela pouvait invoquer sa présence. Leïla, Leïla. Mais le silence persistait, comme si la forêt elle-même était sourde à mes suppliques. Après ce qui m'a semblé des heures, j'ai finalement vu la cabane à travers les arbres. Le nœud dans mon estomac ne s'était pas défait et mon cœur battait de plus en plus vite. J'ai accéléré le pas jusqu'à courir presque, sentant que si j'arrivais rapidement, je pourrais éviter l'inévitable conclusion que mon esprit commençait déjà à prévoir. En arrivant à la cabane, mes parents étaient assis sur la petite terrasse en bois. Le sourire de ma mère s'est évanoui dès qu'elle m'a vu approcher sans Leïla à mes côtés. « Où est ta sœur ?» demanda ma mère en se levant, sa voix pleine d'inquiétude. J'ai dégluti, sentant la peur s'emparer de ma gorge. Je ne pouvais pas le dire. Je ne pouvais pas prononcer les mots « je ne la trouve pas ». Mais quand ma mère a vu mon visage, elle n'avait pas besoin que je dise quoi que ce soit. « Nous sommes partis nous promener », ai-je commencé, ma voix tremblant. « Nous nous sommes séparés et elle n'est pas revenue. » Mon père s'est levé brusquement. C'était un homme de peu de mots, mais son visage s'est transformé en un mélange de confusion et d'alarme. Ma mère, quant à elle, a commencé à me poser des questions rapidement, essayant de garder son calme, mais clairement au bord de la panique. « Vous vous êtes séparés ? Où ? Depuis combien de temps ? » « Presque 1 heure, ai-je répondu, la voix brisée. Elle a dit qu'elle ne prendrait pas longtemps, mais ça fait trop de temps. Je l'ai cherchée, mais je ne trouve aucune trace d'elle. L'angoisse dans les yeux de mes parents reflétait la mienne. Nous savions que la forêt était dense, que si Leïla avait pris un détour, elle aurait pu se désorienter, mais quelque chose au fond de mon cœur me disait que c'était plus que cela. Pourtant, pour le bien de tous, nous avons essayé de rester calmes. Mon père a décidé qu'il devait la chercher lui-même. Il voulait faire une recherche rapide aux alentours, peut-être qu'elle s'était perdue à seulement quelques mètres de l'endroit où j'étais allé. Il m'a demandé de lui montrer exactement où je l'avais vue pour la dernière fois, et nous sommes repartis ensemble dans la forêt. Nous sommes rapidement arrivés au ruisseau où Leïla et moi étions allés. Mon père, toujours si pragmatique, a commencé à observer le terrain, cherchant tout signe de son passage, une branche cassée, des empreintes dans la boue, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Tout était exactement comme lorsque j'avais quitté l'endroit. Mon père a commencé à l'appeler, sa voix forte résonnant dans le silence de la forêt. « Leïla ! Leïla !» Mais le silence est resté inchangé. Nous avons attendu quelques minutes, peut-être en espérant qu'elle apparaisse entre les arbres, peut-être honteuse de s'être autant éloignée. Mais rien. « Retournons à la cabane », a finalement dit mon père, la voix plus basse maintenant. « Nous devons demander de l'aide. » Ce chemin de retour à la cabane a été encore pire que la première fois. J'avais l'impression que chaque pas nous éloignait davantage de Leïla, comme si je la laissais derrière moi dans cette forêt sombre. Mon esprit tentait de comprendre ce qui se passait, mais il n'y arrivait pas. Comment est-ce possible que quelqu'un disparaisse en quelques minutes seulement ? En arrivant à la cabane, ma mère était au téléphone, essayant de contacter les gardes forestiers. Il n'y avait pas de réseau mobile, mais il y avait un téléphone fixe dans la cabane qui fonctionnait. Lorsque nous avons finalement réussi à les joindre, les gardes forestiers ont réagi rapidement. Ils nous ont dit qu'ils viendraient immédiatement, mais que la forêt était vaste et que, en raison de la tombée de la nuit, les conditions de recherche seraient compliquées. Le temps semblait s'être arrêté pendant que nous attendions leur arrivée. Ma mère faisait les 100 pas dans la petite pièce de la cabane, ses mains tremblantes. J'étais paralysé. Chaque minute qui passait sans nouvelles était une minute de plus où Leïla était perdue, seule, quelque part dans cette forêt, et je ne savais pas comment l'aider. Je repensais à toutes les fois où Leïla s'était retrouvée dans des problèmes mineurs, mais en était toujours sortie indemne. Mais cette fois, je n'étais pas sûr. Cette forêt n'était pas comme les autres. Finalement, nous avons entendu le bruit d'une voiture qui arrivait. Quelques gardes forestiers sont descendus de leur véhicule et se sont dirigés vers nous. Ils étaient professionnels, et bien qu'ils montraient une attitude calme et assurée, je pouvais voir dans leurs yeux qu'ils ne sous-estimaient pas la situation.
Il savait que retrouver une personne dans une forêt aussi vaste ne serait pas facile, surtout si cette personne ne laissait aucune trace. « Où l'avez-vous vu pour la dernière fois ?» demanda l'un d'eux, un homme plus âgé avec une barbe grisonnante tout en ajustant sa casquette. Je les ai conduits à l'endroit où Leila avait disparu, essayant de me rappeler chaque détail, bien que tout me semble déjà flou, comme un tourbillon. Je leur ai indiqué la direction qu'elle avait prise, expliquant qu'elle voulait chercher une rivière, mais qu'après plus de 20 minutes, elle n'était pas revenue. Les gardes forestiers ont commencé à fouiller la zone, examinant chaque recoin, cherchant des indices. Pendant ce temps, mon père continuait à l'appeler, sa voix devenant de plus en plus rauque à force de crier. La lumière du jour commençait à s'estomper, et avec elle, l'espoir de retrouver Leila avant la nuit. Après une recherche rapide mais minutieuse, les gardes forestiers ont décidé qu'il serait préférable d'attendre le lendemain matin pour organiser une recherche plus approfondie avec plus de personnel et des équipes de secours. La forêt, la nuit, était dangereuse, et sans lumière naturelle, les chances de retrouver Leila diminuaient drastiquement. Cette décision m'a brisé le cœur. Je ne pouvais pas imaginer que Leila soit là-bas, dans l'obscurité, seule, peut-être blessée, tandis que nous attendions dans la sécurité de la cabane. Cette nuit-là a été l'une des pires de ma vie. Assise dans la petite pièce de la cabane, avec ma mère et mon père silencieux, tous regardant le sol, ressentant le poids de la peur et de l'impuissance. La forêt, si proche et pourtant si lointaine, nous semblait désormais un monstre tapi dans l'ombre, gardant Leila quelque part entre ses ombres. L'aube a apporté avec elle plus d'aide. Des équipes de secours sont arrivées avec des chiens entraînés et des groupes se sont formés pour ratisser chaque centimètre de la forêt environnante. Je me suis jointe à eux malgré les protestations de mes parents. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Il fallait que je fasse quelque chose, n'importe quoi, même si ce n'était que pour me sentir utile. Les heures passaient, mais il n'y avait aucune trace de Leila. Chaque fois que les chiens reniflèrent quelque chose, mon cœur s'emballait, pour finalement retomber lorsque rien de concluant n'était trouvé. La forêt semblait avoir englouti ma sœur sans laisser de traces, comme si elle n'avait jamais été là. Je me souviens très clairement du 3e jour de recherche. J'étais épuisé, à la fois physiquement et émotionnellement, mais je continuais à marcher, scrutant autour de moi dans l'espoir de voir quelque chose que les autres n'auraient pas remarqué. C'est alors qu'un des secouristes, un jeune homme au visage couvert de sueur, s'est approché de moi et m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Ce n'est pas le premier cas de disparition dans cette zone », dit-il à voix basse, regardant autour de lui comme s'il ne voulait pas que les autres l'entendent. Il y en a eu d'autres, des gens qui partent en randonnée et qui ne reviennent pas. Le jeune secouriste, avec son regard fatigué mais sérieux, laissa tomber ces mots qui me paralysèrent. Ce n'est pas le premier cas de disparition dans cette zone. Je sentis l'air devenir lourd autour de moi, comme si le poids de ce qu'il venait de dire était trop grand pour être supporté. D'autres cas, mon esprit refusait de l'accepter. Comment était-il possible que d'autres personnes aient disparu dans le même endroit où nous cherchions Leila ? Le secouriste dut lire l'horreur sur mon visage, car il essaya aussitôt d'atténuer ce qu'il venait de dire. « Écoute, je ne dis pas que c'est pareil, » commença-t-il, agitant les mains comme pour repousser le poids de ses paroles. Certaines de ces personnes ont été retrouvées plus tard. Mais dans une forêt aussi grande, ce n'est pas rare que quelqu'un se perde pendant plusieurs jours. Mais je ne l'écoutais déjà plus. Mon esprit était prisonnier des implications de ce que je venais d'entendre. Des personnes qui ne reviennent pas. Cette phrase résonnait dans ma tête comme une cloche d'alarme. Je repensais aux jours précédents, aux recherches exhaustives, aux chiens qui flairaient, aux gardes forestiers qui peinèrent le terrain. Et pourtant, il n'y avait eu aucun signe de Leila. C'était comme si la forêt l'avait avalée, comme si elle avait cessé d'exister à l'instant même où nous nous étions séparés. Après que le secouriste se soit éloigné pour rejoindre les autres, je restais là, immobile, sentant le vent froid sur ma peau malgré la chaleur de la journée. Tout le paysage, cette forêt qui m'avait semblé paisible et pleine de vie au début, se transformait maintenant en un endroit hostile, presque affamé. Comme si la disparition de Leila faisait partie de quelque chose de plus grand, de plus sombre, quelque chose que je ne pouvais pas voir mais qui avait toujours été là. Cela ne pouvait pas être vrai. Leila devait être quelque part. Les heures se transformaient en jours et le désespoir commençait à s'emparer de nous tous. À mesure que le temps passait, les chances de retrouver Leila en vie diminuaient. Les statistiques étaient cruelles. Après 72 heures, la possibilité de retrouver une personne perdue dans une forêt diminuait drastiquement. Pourtant, la recherche continuait.
Mes parents parlaient à peine, mais je pouvais voir à quel point l'angoisse les rongeait. Ma mère, qui avait toujours été une femme forte et déterminée, semblait se ratatiner un peu plus chaque jour sans nouvelles. Mon père, d'ordinaire pratique et calme, passait maintenant de longs moments en silence, regardant l'horizon comme s'il espérait y découvrir quelque chose que les autres auraient manqué. Moi, je me sentais déchiré entre l'espoir et la culpabilité. Comment avais-je pu me séparer de Leïla en premier lieu? C'était ma sœur, et j'aurais dû la protéger, insister pour que nous ne nous éloignions pas tant du sentier. Chaque nuit, je me tourmentais en revivant le moment où j'avais vu sa silhouette disparaître entre les arbres, sa voix désinvolte me disant qu'elle ne tarderait pas. Si j'étais allé après elle à ce moment-là, si je ne l'avais pas laissée partir seule, est-ce que les choses auraient été différentes? Au 4e jour, les choses ont commencé à changer. Les secouristes, déjà épuisés et sans nouvelles pistes, ont commencé à réduire l'opération de recherche. Ils ne l'ont pas dit directement, mais je pouvais le lire dans leurs yeux. Il n'y avait pas de traces, pas une empreinte, pas un vêtement, rien. Ce matin-là, le chef de l'équipe de recherche, un homme d'une 50aine d'années au visage tanné par le soleil, s'est réuni avec mon père et lui a parlé à voix basse. J'ai pu entendre une partie de la conversation depuis l'endroit où j'étais assise. Nous avons couvert presque tout le terrain autour de la zone où vous l'avez vu pour la dernière fois, dit-il d'une voix chargée de fatigue. Si nous ne trouvons pas quelque chose bientôt, nous devrons réévaluer la situation. Mon père hocha simplement la tête, bien que sa mâchoire soit serrée. Je pouvais voir qu'il essayait de ne pas perdre le contrôle. Ma mère, qui était assise à côté de moi, ferma les yeux et respira profondément, mais elle ne dit rien. Il n'y avait plus grand-chose à dire. Quand les secouristes s'éloignèrent pour continuer à chercher, je m'approchai de mon père. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandai-je, bien que je connaissais déjà la réponse. Mon père se frotta le front de sa main, comme s'il essayait de contenir une douleur qui allait au-delà du physique. « Ça veut dire que, s'ils ne trouvent rien dans les prochains jours, ils vont réduire les recherches. Ils ne peuvent pas garder toute une équipe ici indéfiniment. » Le nœud dans ma gorge grandissait. « Ils ne peuvent pas simplement arrêter de la chercher, » dis-je, presque dans un murmure, comme si le dire à haute voix la rendait réelle. « Je sais, » répondit mon père, la voix brisée. « Je sais, ma fille, mais ils font tout ce qu'ils peuvent. La forêt est immense. Et ils ont déjà couvert une grande partie du terrain. La forêt est immense. » Ces mots tournaient encore et encore dans ma tête. Oui, elle l'était. Mais c'était aussi une forêt que des gens avaient parcourue pendant des siècles, des randonneurs, des chasseurs, des habitants locaux. Alors pourquoi ne pouvaient-ils pas retrouver Leïla? Les jours suivants furent une répétition d'espoirs brisés et de questions sans réponse. Les autorités furent informées du campement, et une enquête plus approfondie fut menée dans cette zone de la forêt. Mais, encore une fois, rien de concluant ne fut trouvé. Le campement semblait être là depuis un certain temps, mais il n'y avait aucune trace de Leïla. Aucun de ses vêtements, ni son téléphone, ni aucun signe de sa présence. Le désespoir dans notre famille était palpable. Nous n'étions pas seulement confrontés à la possibilité que Leïla ait disparu dans la forêt, mais maintenant, l'idée que quelqu'un d'autre soit impliqué commençait à s'installer dans nos esprits. Le sentiment d'impuissance devenait insupportable. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune nouvelle concernant cette affaire. La plainte est déposée, mais rien n'a changé. La forêt est toujours là, imposante, cachant ses secrets. Et ma sœur, Leïla, est toujours disparue, sans laisser aucune piste de ce qui s'est réellement passé.